Bonjour à tous. Il existe des histoires d'amour qui racontent la rencontre de deux êtres. D'autres racontent leur séparation. Les Nuits blanches, Белые ночи, dans sa langue d'origine, de Dostoïevski, raconte quelque chose de plus étrange et peut-être de plus cruel. La naissance et la disparition d'une histoire qui en réalité n'a presque jamais existé. Pendant 4 nuits, dans le texte original, en revanche dans le film russe de 1959 c'est en 5 nuits, mais en tout cas dans la version originale littéraire c'est en 4 nuits. Pendant 4 nuits donc, dans un Saint-Pétersbourg baigné par cette lumière estivale qui refuse de disparaître complètement, un jeune homme solitaire rencontre une jeune femme, Nastenka. Il l'écoute, se confie à elle, espère, s'enthousiasme même, et finit par imaginer qu'une vie nouvelle devient possible. Mais cette jeune femme en attend un autre, et lorsque celui-ci revient, le rêve s'effondre presque instantanément. On pourrait résumer le récit à un amour non réciproque. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Le narrateur ne perd pas seulement une femme, il perd en réalité la vie entière qu'il venait de construire autour d'elle. Et c'est précisément ce qui rend ce court texte publié en 1848 aussi profondément contemporain. Dostoïevski y décrit les mécanismes de l'idéalisation amoureuse, de la solitude, de la projection et de l'attachement à une possibilité. Il montre comment une relation très brève peut prendre une importance démesurée lorsqu'elle vient remplir un vide affectif ancien. Avec notre vocabulaire actuel, nous pourrions être tentés de parler de limerence. Évidemment, le mot n'existe pas lorsque Dostoïevski écrivait. Mais il ne s'agira donc pas de diagnostiquer un personnage de fiction à près de 2 siècles de distance. La limerence nous servira surtout de grille de lecture, parmi d'autres, pour comprendre ce que traverse le rêveur. Car la question centrale des Nuits blanches n'est peut-être pas « pourquoi Nastenka ne l'a-t-elle pas choisi ?» La véritable question serait plutôt celle-ci. Le rêveur aime-t-il réellement Nastenka ? Ou plutôt, aime-t-il en elle la promesse de ne plus être seul ? Le narrateur des Nuits blanches n'a pas de nom. Il s'appelle le rêveur, mais nous n'avons ni prénom, ni nom de famille. Et cette absence de nom n'est pas anodine. Le personnage semble privé d'identité sociale, presque privé de consistance. Alors il possède une chambre, un emploi, quelques habitudes, mais en tout cas il ne semble appartenir à aucun cercle. Il n'a ni ami véritable, ni famille présente, ni relation amoureuse, ni projet concret. Il habite à Saint-Pétersbourg depuis plusieurs années, mais personne ne le connaît. Lui, en revanche, croit connaître toute la ville. Il observe les passants, reconnaît les maisons, imagine leurs humeurs, leur prête des intentions. Lorsqu'une façade de maison change de couleur, il vit presque cette transformation comme une trahison personnelle. Les bâtiments deviennent alors ses interlocuteurs, puisque les êtres humains ne le sont pas. Et cette personnification de la ville est souvent charmante à la lecture, mais elle témoigne surtout de la sensibilité et de l'imagination de notre narrateur. Elle révèle également l'étendue de sa solitude, puisque lorsqu'un homme en vient à considérer les maisons comme ses connaissances les plus fidèles, c'est que le monde réel et le monde humain s'est éloigné de lui. Mais le rêveur n'est pourtant pas indifférent aux autres, au contraire, il désire profondément leur présence. Il voudrait parler, aimer, être aimé, et participer à l'existence commune. Seulement, il ne sait pas comment franchir la distance qui le sépare du monde. Et il est donc important de distinguer sa solitude d'une simple préférence
pour l'isolement. Certaines personnes choisissent la solitude pour travailler, réfléchir, se préserver même. Mais chez le rêveur, elle apparaît plutôt comme une condition subie, qui s'est progressivement transformée en mode de vie. Il s'est habitué à vivre seul, puis il a élaboré tout un univers intérieur qui lui permet de supporter cette situation. Il rêve parce qu'il ne vit pas suffisamment. Mais plus il rêve, moins il devient capable de vivre. C'est le premier cercle dans lequel Dostoïevski enferme son personnage. L'imagination le sauve de la pauvreté de son existence réelle. Elle lui offre des aventures, des sentiments et des rencontres. Elle transforme un homme socialement invisible en héros d'un monde intérieur immense. Mais cette même imagination entretient sa passivité, puisqu'il peut éprouver mentalement les émotions d'une vie romanesque. Il repousse sans cesse le moment où il faudrait agir, parler, séduire ou même risquer le ridicule et affronter un refus. Et donc son monde intérieur n'est ni entièrement pathologique ni entièrement libérateur. Il est à la fois son refuge et sa prison. On présente souvent le rêveur comme une victime de la société, de la solitude urbaine ou de sa propre timidité. Alors, cette lecture est légitime, mais elle ne suffit pas. Le personnage participe également malgré lui à la perpétuation de sa situation. Il ne fuit pas seulement le monde parce qu'il est seul, il demeure seul parce qu'il a appris à fuir le monde. Chaque relation humaine réelle comporte une part de danger. Il faut accepter d'être mal compris, de paraître maladroit, d'être rejeté ou simplement de découvrir que l'autre ne correspond pas à l'image que nous avions fabriquée. Et le rêve, lui, permet d'éviter ces risques. Dans l'imaginaire, tout peut être contrôlé. Les rencontres sont parfaites, les paroles sont profondes, et surtout, les sentiments sont réciproques. La personne rêvée ne contredit jamais véritablement celui qui l'imagine. Cette sécurité possède cependant un prix, puisque rien ne s'y accomplit réellement. Le rêveur accumule les possibilités sans jamais entrer complètement dans l'existence. Il vit dans ce que les choses pourraient devenir et non dans ce qu'elles sont. D'un point de vue psychologique, on pourrait rapprocher ce mécanisme de certaines formes d'évitement. Lorsqu'une situation risque de provoquer de l'anxiété, de la honte ou un sentiment d'infériorité, le sujet peut chercher à échapper à cette expérience. Cette fuite lui procure un soulagement immédiat, certes, mais elle l'empêche également de constater qu'il aurait peut-être pu supporter la situation. Plus il évite, plus le monde extérieur lui paraît menaçant. Et plus il rêve, plus la réalité lui semble pauvre et brutale. C'est pourquoi la rêverie du personnage ne doit pas être confondue avec la création artistique. L'artiste transforme son imagination en une œuvre adressée au monde. Le rêveur, lui, conserve ses scénarios dans un espace fermé. Il ne crée pas une réalité nouvelle, il se protège de celle qui existe. Il transforme même une forme d'impuissance et son impuissance en signe de supériorité morale, puisqu'il ressent intensément. Il peut croire que son existence intérieure possède même davantage de valeur que la vie ordinaire des autres. C'est une tentation fréquente chez les êtres solitaires, faire de leur exclusion une preuve d'exception. On ne souffrirait plus parce qu'on ne parvient pas à vivre comme les autres, mais parce qu'on serait trop sensible, trop profond, ou trop singulier pour leur monde. Dostoïevski ne ridiculise pas complètement cette idée. Le rêveur est réellement sensible. Il possède une capacité d'émerveillement que les personnages plus adaptés à la vie sociale n'ont peut-être pas. Mais l'auteur laisse déjà apparaître une ambiguïté. La sensibilité peut devenir une justification de l'inaction. Et donc, lorsque le rêveur rencontre Nastenka, finalement il ne rencontre pas seulement une jeune femme, il rencontre, au travers elle, la possibilité de sortir de son inexistence. Pour la première fois, quelqu'un l'écoute. Pour la première fois, il peut raconter son monde intérieur
à une personne qui ne se moque pas immédiatement de lui. Et cette écoute produit chez lui un bouleversement considérable. Nastenka ne lui accorde pourtant pas encore un amour, elle lui accorde quelque chose de plus élémentaire, c'est-à-dire une attention. Mais pour celui qui a longtemps vécu sans témoin, l'attention peut déjà ressembler à de l'amour. C'est ici qu'apparaît la première grande asymétrie entre les deux personnages, puisque Nastenka possède une biographie. Elle l'explique très bien quand elle parle de son histoire. Elle vit avec sa grand-mère, elle raconte son quotidien, ses contraintes, ses espérances, et surtout son histoire d'amour avec le locataire du dessus, et ce jeune locataire qu'elle attend depuis 1 an. Alors, certes, son existence est imparfaite, il y a beaucoup de déboires sentimentaux là-dedans, mais c'est une histoire concrète, et une existence concrète. Alors que le rêveur, lui, possède surtout un imaginaire. Quand les deux racontent leur histoire, quand Nastenka demande au rêveur « Mais toi, raconte-moi, quelle est ta vie, quelle est ton histoire ?» Eh bien, il dit qu'il n'a absolument rien à raconter, qu'il n'a pas d'histoire, mais que son histoire, ce sont de multiples rêves venus de son imagination. Alors que quand il pose la même question à Nastenka, il n'a pas réellement de rêve. Elle raconte sa vie concrète. Et la disparité entre ces deux histoires est assez équivoque. Puisque quand il commence à raconter sa vie, il raconte en réalité son absence de vie. Il parle de ses rêves, de ses élans, de scénarios inventés de toutes pièces, et de toutes les existences qu'il aurait pu connaître. Donc, d'un côté, Nastenka a une histoire, et le rêveur, lui, a des possibilités. Et c'est cette opposition qui va structurer tout le récit. Dès leur première rencontre, Nastenka lui demande surtout s'il veut que les deux êtres se revoient, de rester amis, et surtout de ne pas tomber amoureux d'elle. Et cette demande est d'ailleurs de la part de Nastenka assez absurde, puisque l'amour ne se commande pas. Mais elle indique clairement la situation. Elle attend un autre homme et ne se présente pas comme disponible. Alors, à ce moment-là, le rêveur accepte la règle. Du moins, il l'accepte verbalement, mais en réalité, son investissement affectif commence presque immédiatement. Ça ne signifie donc pas qu'il ment délibérément, il croit probablement pouvoir rester son ami. Mais son besoin de proximité est si important que la frontière entre la compassion, l'amitié et l'amour disparaît très rapidement. Et Nastenka devient alors beaucoup plus qu'une personne rencontrée dans les rues de Saint-Pétersbourg. Elle devient la preuve qu'il peut intéresser quelqu'un. Elle devient le signe qu'une femme peut l'écouter. Elle devient la possibilité d'une vie à deux. Elle devient la promesse d'une réintégration dans le monde humain. Autrement dit, le rêveur ne lui demande pas seulement de l'aimer, il lui demande, sans forcément en avoir conscience, de réparer toute son existence. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'on peut se demander si on peut aimer une personne que l'on connaît à peine. La question pourrait sembler cynique, puisque l'histoire littéraire est remplie de coups de foudre. L'intensité d'un sentiment n'est pas nécessairement proportionnelle au temps passé ensemble, mais cependant il existe une différence entre l'intensité d'une émotion et la profondeur d'une relation. Une émotion, effectivement, peut être foudroyante. Une relation, en revanche, elle suppose du temps. Elle exige de découvrir l'autre dans sa complexité, ses contradictions, ses défauts, ses habitudes et même parfois son autonomie. Or, le rêveur connaît très peu Nastenka. Il connaît certes son histoire sentimentale, quelques éléments de sa vie quotidienne, et la douceur qu'elle lui manifeste pendant 4 nuits. Mais pourtant, en dehors de cela, cette connaissance limitée suffit à produire chez lui un attachement presque total.
Et pourquoi, finalement ? Eh bien, tout simplement parce que la puissance du sentiment ne provient pas uniquement des qualités de Nastenka. Elle provient également de tout ce que le rêveur projette sur elle. Alors, la projection, évidemment, ne signifie pas que Nastenka serait imaginaire. Elle existe, évidemment, comme personnage autonome. Elle parle et espère, et surtout aime un autre homme. Mais le rêveur lui attribue progressivement une fonction qui dépasse sa personne réelle. C'est-à-dire qu'elle devient la solution à sa propre solitude. Et ce déplacement est essentiel pour comprendre certains attachements amoureux disproportionnés. Nous pouvons croire que l'autre possède une valeur absolument exceptionnelle, alors qu'une partie de cette valeur vient de la fonction que nous lui attribuons. Une personne peut donc ainsi représenter la reconnaissance qui nous a toujours manqué, la réparation d'une ancienne humiliation, la preuve que nous sommes désirables ou l'accès à une existence sociale, la fin de notre solitude ou encore la possibilité de devenir enfin celui que nous aurions voulu être. Mais dans ce cas, perdre la personne ne signifie pas seulement perdre une relation, ça signifie perdre tout ce qu'elle représentait. La souffrance devient alors immense, même lorsque le lien réel était limité. C'est exactement ce qui se joue dans les nuits blanches. Le rêveur ne souffre pas uniquement parce que Nastenka choisit un autre homme, il souffre parce que sa disparition le renvoie à l'existence qu'il menait avant elle. Pendant quelques nuits, il avait cessé d'être invisible, puis il le redevient. Et c'est ici que le concept de l'imérence peut devenir utile. Il s'agit d'un terme qui a été proposé au XXe siècle par la psychologue américaine Dorothy Tenoff afin de décrire une forme particulière d'attachement amoureux. Ce n'est pas un diagnostic psychiatrique reconnu comme une maladie indépendante, c'est plutôt un concept descriptif dont la définition et ses limites restent assez discutées. Mais la limérance désigne généralement un état d'infatuation intense, involontaire et envahissante, centrée sur une personne dont on désire profondément la réciprocité. Elle peut comporter des pensées répétitives et difficiles à contrôler, une idéalisation importante de l'autre, une dépendance émotionnelle à ses réactions, une interprétation excessive de ses paroles et de ses gestes, une alternance entre euphorie et désespoir, mais aussi la construction incessante de scénarios de réciprocité et une difficulté évidemment à considérer la situation de manière réaliste. Et donc, dans cet état, un détail minuscule peut recevoir une importance considérable. Un sourire devient tout de suite une promesse, un message devient la preuve d'un rapprochement, puis un silence tout à coup est absolument une énorme catastrophe. Donc, la personne limérante cherche en permanence des signes susceptibles de confirmer ou d'infirmer l'espoir amoureux. Et donc son humeur se retrouve ainsi placée sous la dépendance d'une personne qui, parfois, ignore presque tout de cette intensité intérieure. Et l'incertitude joue ici un rôle fondamental. Lorsque le rejet est absolu et incontestable, la souffrance, évidemment, peut être terrible, mais le processus de deuil peut éventuellement commencer. Lorsque la réciprocité est claire et stable, eh bien, l'imaginaire doit progressivement laisser place à une véritable relation. Mais entre ces deux situations, il existe un espace particulièrement favorable à la fixation. C'est celui du peut-être. Peut-être qu'elle m'aime, peut-être qu'elle hésite, peut-être que les circonstances sont mauvaises, peut-être qu'un jour elle comprendra, peut-être que ce geste, finalement, signifiait davantage. Et le peut-être maintient le désir dans un état de tension permanente. Et dans les nuits blanches, cette incertitude est concentrée sur quelques jours, mais elle devient extrêmement puissante. Le rêveur sait que Nastenka en aime un autre. Mais pourtant, l'absence de cet homme crée un espace vide, puisque l'homme ne vient pas. Il y a l'écriture des lettres, l'envoi des lettres, les réponses de cet homme absent depuis 1 an. Les différents points de rencontre auxquels le rêveur et Nastenka attendent tous deux l'homme disparu depuis 1 an, le fameux locataire du dessus. Et cette non-apparition de l'homme demandé depuis 1 an rajoute, là aussi,
cette idée du peut-être. Peut-être qu'il ne viendra plus, peut-être qu'il n'aime plus Nastenka, peut-être qu'il n'a pas reçu la lettre. Tout un tas de possibilités entrent alors en jeu. Et c'est dans cet espace que de nombreuses issues sont donc possibles. Mais néanmoins, je pense qu'il serait trop simple de présenter le rêveur comme un homme naïf qui aurait confondu politesse et amour, puisque son attachement doit être replacé dans son histoire affective. Lorsqu'une personne possède une vie relationnelle suffisamment riche, une nouvelle rencontre vient prendre place parmi d'autres liens. Les amis, la famille, les collègues, les amours passés même, les projets et les nombreuses activités. Elle peut devenir importante, mais en tout cas, elle n'occupe pas immédiatement toute la scène intérieure. Or, chez le rêveur, cette scène est presque vide, et donc Nastenka peut en occuper la totalité. Et cela permet de comprendre pourquoi deux personnes peuvent vivre la même rencontre de manière radicalement différente. Pour l'une, il s'agira d'une conversation touchante, pour l'autre, d'un événement historique. Et le phénomène ne dépend pas uniquement de la qualité objective de la rencontre, il dépend aussi de l'état du monde intérieur dans lequel cette rencontre vient se produire. Une goutte d'eau, évidemment, n'a pas la même valeur dans une rivière ou dans un désert. Pour celui qui reçoit régulièrement de l'affection, un geste tendre peut demeurer un geste tendre. Mais pour celui qui est privé depuis longtemps, ce geste peut devenir la preuve qu'une délivrance approche. Et cette amplification ne rend pas nécessairement le sentiment mensonger, mais du moins elle peut le rendre disproportionné. Et donc le rêveur éprouve probablement une affection sincère pour Nastenka. Mais cependant, cette affection se trouve multipliée par des années de privation, de solitude et d'attente. Et il ne commence donc pas à aimer à partir de rien. Il déverse dans cette rencontre tout l'amour qu'il n'a jamais pu donner. D'ailleurs, la philosophie permet d'aller plus loin. Le rêveur ne cherche pas seulement une présence affective, il cherche une reconnaissance. Avant Nastenka, son existence ne semble confirmée par personne. Il observe les autres, mais personne ne l'observe. Il connaît la ville, mais la ville ne le connaît pas. Il porte un univers intérieur immense, mais cet univers demeure sans témoin. Or, l'identité humaine ne se construit jamais complètement dans l'isolement. Nous avons besoin de nous percevoir nous-mêmes, mais nous avons également besoin d'être reconnus comme des êtres capables de parler, d'agir, d'aimer et d'avoir une valeur. Et Nastenka devient alors la première personne devant laquelle le rêveur peut véritablement apparaître. Elle l'écoute parler de lui, elle rit avec lui, elle lui donne des rendez-vous, elle attend même sa présence. Mais si cette relation ne correspond pas encore à l'amour qu'il espère, elle confirme déjà son existence. Et donc le désir amoureux est donc lié à un désir plus fondamental, c'est celui d'être vu. Le rêveur veut compter dans la conscience de quelqu'un. Cette aspiration est universelle. Le problème commence lorsqu'un individu confie à une seule personne la totalité du pouvoir de confirmer ou d'annuler sa valeur. Si Nastenka l'aime, le rêveur peut croire que sa vie est enfin justifiée. Si elle part, il risque de croire que tout redevient vide. L'autre n'est alors plus seulement aimé, il devient le dépositaire de notre droit d'exister. Et cette position est écrasante pour celui qui aime comme pour celui qui est aimé. Aucune personne ne peut durablement porter la mission de réparer à elle seule toute la vie d'une autre. Certains lecteurs reprochent d'ailleurs à Nastenka d'avoir utilisé le narrateur comme un confident provisoire avant de retourner vers l'homme qu'elle aimait. Cette réaction est évidemment compréhensible, surtout parce que le récit nous est présenté du point de vue du rêveur. Nous ressentons son enthousiasme, puis sa chute. Et nous sommes donc spontanément conduits à prendre son parti. Mais il faut cependant essayer de rendre à Nastenka son autonomie, puisque dès le début, elle lui explique qu'elle aime un autre homme, elle ne dissimule absolument pas son attente, elle lui demande même de ne pas tomber amoureux d'elle. Elle accepte ensuite sa proximité, lui accorde sa confiance et semble même envisager la possibilité de l'aimer lorsque l'autre ne revient pas. Son comportement peut paraître hésitant, voire cruel dans ses effets, mais cette cruauté n'est pas nécessairement intentionnelle. Nastenka, à ce moment-là, traverse elle-même une détresse affective. Elle est jeune, isolée, dépendante de sa grand-mère et suspendue à une promesse incertaine. Donc en fait, elle ne possède pas une lucidité parfaite sur ses propres sentiments. Le rêveur et Nastenka
ne se rencontrent donc pas dans une relation stable, ils se rencontrent dans un moment de vulnérabilité réciproque. Mais il est important de rappeler évidemment que cette vulnérabilité n'a pas le même objet. Puisque Nastenka, elle souffre de l'absence d'un homme précis avec lequel elle possède déjà une histoire, alors que le rêveur, lui, il souffre d'une absence beaucoup plus générale, celle d'une relation, d'une vie partagée, d'une place dans le monde. Et pour Nastenka, il est un homme qui apparaît pendant une attente. Pour lui, en revanche, c'est celle qui pourrait mettre fin à toutes les attentes. Et c'est ici que se trouve cette asymétrie. Donc il serait réducteur, évidemment, d'en faire une manipulatrice froide, mais il serait également naïf d'imaginer qu'elle mesure parfaitement l'intensité de ce qu'elle provoque. Et donc, comme souvent chez Dostoïevski, personne n'est entièrement innocent et personne n'est simplement coupable. Et donc, nous pouvons maintenant revenir à notre question centrale. Le rêveur aime-t-il Nastenka ? La réponse la plus honnête est probablement oui, mais pas seulement. Il l'aime sincèrement dans la mesure où il désire son bonheur. Il accepte d'abord de l'aider à retrouver l'homme qu'elle attend. Il écoute son histoire, il ne cherche pas consciemment à la contraindre et même après avoir été abandonné, il refuse de transformer son amour en haine. Donc ces éléments empêchent de réduire son sentiment à un pur narcissisme. Mais il faut noter également que son amour demeure profondément mêlé à ses propres besoins. Il aime Nastenka, mais il aime également la fin de sa solitude, il aime aussi le fait d'être écouté, il aime l'homme qu'il devient lorsqu'elle est près de lui, il aime le futur qu'il commence à imaginer, il aime la possibilité de ne plus vivre exclusivement dans sa tête, et donc son sentiment est donc à la fois tourné vers elle et vers lui-même. Cette ambivalence n'est d'ailleurs pas propre au rêveur, puisque aucun amour humain n'est complètement dépourvu de projection. Nous aimons une personne réelle, mais aussi ce qu'elle éveille en nous, ce que nous devenons auprès d'elle, et la manière dont elle transforme notre perception du monde. La maturité amoureuse ne consiste pas à supprimer toute projection, elle consiste à accepter progressivement que l'autre ne se réduit pas à la fonction que nous lui avons attribuée. Aimer véritablement suppose de rencontrer une liberté. Or, une liberté peut choisir ailleurs. Et c'est précisément ce que le rêveur est forcé de découvrir. Et lorsque l'homme, attendu par Nastenka depuis 1 an, revient enfin, l'événement est extrêmement rapide. Le rêveur et la jeune femme viennent d'imaginer une vie commune, ils marchent ensemble, se projettent dans l'avenir et semblent enfin s'accorder. Et on a une silhouette qui apparaît. Nastenka reconnaît l'homme qu'elle attendait, elle tremble, elle se précipite vers lui, revient embrasser le rêveur et repart, et tout est terminé. Et cette scène ne constitue pas seulement un retournement sentimental, elle représente l'irruption du réel. Dans les nuits précédentes, le temps semblait suspendu. Les personnages évoluaient dans une ville baignée d'une lumière étrange entre le jour et la nuit, dans une atmosphère qui correspond parfaitement à la situation du rêveur, ni tout à fait réelle, ni complètement imaginaire. Tout restait possible. L'arrivée de l'autre homme met fin à cet espace intermédiaire. Il possède ce que le rêveur ne possède pas, une histoire antérieure avec Nastenka. Le rêveur avait l'intensité du présent, l'autre homme possède la continuité du passé. Et cette distinction est absolument fondamentale. Il est important également de rappeler que l'intensité subjective d'un sentiment ne crée aucun droit objectif sur la personne aimée. C'est-à-dire qu'on peut ressentir davantage, souffrir davantage, désirer davantage, sans être pour autant celui que l'autre choisira. Et c'est l'une des vérités les plus difficiles de l'existence amoureuse. La force de notre sentiment n'oblige personne à nous répondre avec une force équivalente. Le rêveur n'est donc pas moins sincère parce que Nastenka en aime un autre, mais sa sincérité ne constitue pas un titre de propriété. Et donc après cette séparation, Saint-Pétersbourg change immédiatement d'apparence. La ville autrefois lumineuse devient sombre et terne, la chambre du narrateur paraît vieille. Sa domestique elle-même semble soudainement vieillie, et le temps qui s'était ouvert pendant les nuits passées avec Nastenka se referme brutalement. Et cette transformation du décor montre que le rêveur ne perd pas uniquement une relation, il perd une manière de percevoir le monde. Nastenka avait finalement donné de la couleur à toute son existence. Et lorsqu'elle disparaît, cette couleur disparaît avec elle.
C'est un mécanisme assez fréquent dans les attachements idéalisés. La personne aimée ne demeure pas contenue dans un secteur précis de la vie, elle colonise progressivement tout le paysage mental. Une musique rappelle sa présence, une rue rappelle une conversation, une heure de la journée rappelle un message, une saison devient associée à une rencontre. Le monde entier, finalement, finit par servir de système de rappel. Et donc, dans ces conditions, la séparation ne laisse aucun refuge. Tout renvoie à ce qui a été perdu. La souffrance du rêveur vient aussi de la disproportion entre la durée objective de l'histoire et son étendue subjective. 4 nuits peuvent sembler insignifiantes vues de l'extérieur, mais intérieurement, elles ont contenu une vie entière. La conclusion des Nuits Blanches est l'une des plus célèbres et des plus ambiguës de Dostoïevski. Le rêveur reçoit une lettre de Nastenka, elle lui demande pardon, lui annonce son bonheur et lui propose de rester son ami. Il souffre mais refuse de lui en vouloir. Il se demande alors si un instant de bonheur absolu ne suffit pas pour toute une vie humaine. Cette pensée peut être lue d'ailleurs de plusieurs manières. La première lecture est romantique. Le rêveur a réellement connu, pendant quelques nuits, une intensité qu'il n'avait jamais éprouvée. Même si l'histoire n'a pas duré, elle a existé en lui, elle a illuminé son existence et lui a révélé qu'il était encore capable d'aimer. Et donc sous cet angle, la durée n'est pas le seul critère de valeur. Une expérience brève peut transformer toute une vie. Par exemple, la deuxième lecture est morale. Puisque le rêveur refuse le ressentiment, il aurait pu haïr Nastenka, mépriser son bonheur, se présenter comme une victime vertueuse, mais il choisit au contraire de préserver la beauté du souvenir et de souhaiter qu'elle ne connaisse jamais la tristesse. Il reconnaît ainsi la liberté de celle qu'il aime, et son amour atteint peut-être sa plus grande dignité au moment où il renonce à posséder son objet. Mais il y a une troisième lecture possible et beaucoup plus critique. C'est au travers de cette question. Et si cette conclusion n'était finalement qu'une nouvelle rêverie, puisque le rêveur vient de subir un échec réel, pourtant, au lieu de remettre en question son mode d'existence, il transforme immédiatement cet échec en expérience sublime. Il fait de sa défaite un trésor intérieur, il embellit la perte, il convertit son impuissance en grandeur morale, et cette sublimation lui permet de ne pas haïr, ce qui est admirable, mais elle peut également l'empêcher de changer. Parce que plutôt que de sortir du rêve, il risque d'intégrer Nastenka à son univers imaginaire. Elle deviendra peut-être la figure parfaite d'un amour impossible, conservé intact précisément parce qu'il n'a pas eu le temps de devenir réel. Une véritable relation aurait imposé des habitudes, des désaccords, des déceptions ou des compromis. L'amour perdu, lui, peut rester éternellement pur, et la conclusion est donc suspendue entre une victoire morale et une rechute dans l'illusion. Le rêveur a-t-il appris à aimer sans posséder, ou a-t-il simplement trouvé une manière plus noble de continuer à rêver ? Dostoïevski ne tranche pas complètement. Nous pourrions, là aussi, être tentés de répondre que le rêveur est simplement victime de sa timidité et de circonstances malheureuses. Mais Dostoïevski nous invite à une réflexion plus exigeante. Le personnage n'est évidemment pas responsable d'avoir besoin d'amour. Il n'est pas coupable de ressentir intensément ni d'avoir souffert de solitude. Cependant, il possède une part de responsabilité dans la manière dont il organise son rapport au réel, puisqu'il attend qu'une rencontre exceptionnelle vienne le délivrer. Il confie à Nastenka la mission de transformer sa vie. Il passe rapidement de l'attention reçue à la projection d'un avenir complet. Il fait dépeindre et surtout dépendre son existence d'un événement extérieur presque miraculeux. Or, aucune rencontre ne peut durablement remplacer la construction progressive d'une vie. L'amour peut accompagner une existence, la bouleverser, l'enrichir, mais lorsqu'on lui demande de créer cette existence à partir de rien, il devient chargé d'une mission impossible. Et le rêveur voudrait être sauvé par l'amour avant d'avoir appris à habiter le monde. Le paradoxe est évidemment cruel, car plus il attend une relation capable de mettre fin à sa solitude, plus il risque d'investir excessivement la première personne qui lui ouvre une porte. Et plus cet investissement devient excessif, et bien plus la relation réelle devient difficile. Et donc le rêveur de Dostoïevski vit évidemment au XIXe siècle, il ne possède ni téléphone, ni messagerie instantanée, ni réseaux sociaux. Pourtant, sa structure psychologique paraît étonnamment actuelle.
Notre époque offre certes des moyens presque illimités d'entretenir une présence imaginaire. Il est possible de consulter les photographies d'une personne sur Instagram, de suivre ses déplacements, d'observer ses fréquentations, regarder avec qui elle est amie sur Facebook, de relire d'anciens messages envoyés sur Messenger au travers des années et d'interpréter chaque publication. Une relation interrompue ne disparaît plus nécessairement de notre champ de perception finalement. L'autre peut demeurer toujours visible sans être réellement présent, et ce, au travers des années. Et cette visibilité partielle favorise là aussi l'imagination, puisque nous disposons de fragments, au travers d'une photographie, d'une phrase, d'une chanson partagée, d'un abonnement, ou même d'une absence de réaction. Et puis nous construisons autour de ces fragments une histoire complète. C'est-à-dire que la technologie ne crée pas la limérance, mais elle peut lui fournir une quantité infinie de matériaux. Autrefois, l'absence imposait parfois une coupure. Aujourd'hui, elle peut devenir une présence fantomatique permanente. La personne est partout sur l'écran et nulle part dans la vie. Nous nous rapprochons alors de la situation du rêveur. Peu d'expériences réellement partagées, mais alors une activité mentale considérable. Le danger consiste à confondre donc la quantité d'informations disponibles sur quelqu'un avec la profondeur d'une relation. Puisque connaître les goûts, les photographies, les habitudes visibles d'une personne ne signifie pas nécessairement la connaître. Une relation exige en réalité une réciprocité. Et l'observation, même minutieuse, demeure unilatérale. Ce livre, Les Nuits Blanches, n'est donc pas seulement une histoire d'amour malheureux. C'est une méditation sur la manière dont la solitude transforme notre perception. Lorsqu'un être humain manque durablement de relations, une attention peut devenir une promesse, une rencontre peut devenir un destin, une possibilité peut devenir intérieurement plus réelle que la réalité elle-même. Alors oui, évidemment, le rêveur aime Nastenka, mais il aime également tout ce qu'elle représente sur le plan symbolique. Il aime au travers d'elle la fin de son isolement, il aime la reconnaissance qu'elle lui offre, il aime aussi l'idée qu'une autre vie est encore possible, et lorsque Nastenka repart, il ne perd pas donc une jeune femme rencontrée 4 nuits auparavant, il perd une version entière de lui-même, celle de l'homme enfin choisi, enfin attendu, enfin intégré à la vie. Et la notion contemporaine de l'immirance, comme on l'a vu, permet d'éclairer cette intensité. Elle nous aide à comprendre comment l'idéalisation, l'incertitude et le désir de réciprocité peuvent envahir la conscience. Mais Dostoïevski va encore plus loin qu'une analyse psychologique, il pose une question philosophique. Que vaut un bonheur qui n'a presque existé que dans notre imagination ? Faut-il mépriser ce bonheur parce qu'il fut bref et largement rêvé ? Ou faut-il, comme le narrateur, le considérer comme une grâce suffisante pour toute une existence ? La réponse, évidemment, dépend peut-être de ce que le rêveur fera après la dernière page. S'il transforme ces 4 nuits en un souvenir capable de l'ouvrir au monde, alors cette rencontre n'aura pas été vaine. Nastenka lui aura appris qu'il pouvait parler, aimer et être entendu. Mais s'il fait d'elle une figure éternelle, inaccessible et parfaite, alors il retournera simplement dans sa chambre avec une rêverie supplémentaire. La différence entre le souvenir et la prison se trouve probablement là. Un souvenir reconnaît que quelque chose a existé et qu'il est désormais terminé. Une fixation, en revanche, maintient le passé dans un présent artificiel. Et le rêveur peut préserver la beauté de Nastenka sans lui abandonner toute sa vie. Il peut reconnaître la valeur de ses nuits sans décider que rien ne leur sera jamais comparable. Mais Dostoïevski nous laisse ce choix. Nous ne savons pas si son personnage sortira réellement du rêve, nous savons seulement qu'il a entrevu pendant quelques nuits la possibilité d'une existence différente. Et c'est peut-être ce qui rend la fin aussi douloureuse, c'est que le rêveur n'a pas découvert que l'amour était impossible, mais il a découvert qu'il était possible, simplement, cette fois-ci, il ne lui était pas destiné. Et parfois, ce n'est pas l'absence complète d'espoir qui nous brise, c'est plutôt le fait d'avoir aperçu, pendant quelques secondes, la vie que nous aurions voulu vivre.